suis? Je suis Aminatou Boubadioga, je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je suis originaire de l'extrême nord et du littoral, de par mes parents, mon père et ma mère. Je suis la troisième d'une fratrie de 6. Je suis mariée, je suis mère. J'ai mis au monde 5 enfants, il m'en reste 4 au jour d'aujourd'hui. Je suis quoi d'autre? Ouais, un détail très important, je suis chrétienne. Pas chrétienne parce que j'appartiens à telle ou telle autre communauté, mais chrétienne parce que j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ, parce que je me suis attachée à lui, parce que je marche avec lui, parce que je vis avec lui, parce que je fonctionne avec lui, parce qu'il est celui qui donne un sens à ma vie, c'est lui qui conduit, il est mon berger. En termes de cursus scolaire académique, j'ai eu un baccalauréat A4 espagnol. C'est une filière que j'ai choisie personnellement sans influence extérieure et je rends grâce à Dieu pour ce que notre mère à l'époque qui nous a élevés seuls, elle était assez ouverte par rapport au choix de nos filières. Chacun a choisi ce qu'il avait sur son cœur. Moi, je suis passionnée de langue, de lettres, d'écriture, depuis toujours. J'écris. Et donc, j'ai choisi la filière A4 avec beaucoup de bonheur. J'ai eu donc un baccalauréat A4 et à la suite de quoi je suis allée à l'université de Douala. J'espérais faire lettres bilingues, ce qui n'a pas été possible. Et puis, je me suis retrouvée par la force des choses, je dirais, parce que c'était pas mon premier choix en y allant. Je me suis retrouvée en train de faire avec joie aussi, et je dis pas que c'était pas avec joie. Je me suis retrouvée, mais c'était pas la force des choses, je le précise. Peut-être dans un autre contexte, je pourrais entrer dans les détails, mais par la force des choses, n'ayant pas pu m'inscrire en lettres bilingues, je me suis retrouvée opportunément en train de m'inscrire en communication. Quand j'allais m'inscrire, je savais pas que cette filière existait. Si je l'avais su avant, mon cœur aurait balancé entre les deux parce que j'étais déjà passionnée j'étais attirée par le métier de journaliste. Le journalisme me passionnait. À distance, je me sentais pas, pardon, capable, ok, de répondre à cette profession, mais j'aimais. Je regardais à l'époque déjà les premières présentatrices de journaux avec passion, avec des étoiles dans les yeux, ça me faisait rêver. J'aimais aussi la presse écrite parce que c'était l'écriture. Finalement, oui, par la grâce de Dieu, j'ai fait cette filière-là, communication, pendant le cursus jusqu'à la licence. À la suite de quoi, en fait, il n'y avait pas de suite. À l'époque, il n'y avait pas de suite. Et donc, on avait le choix entre choisir notre filière, faire autre chose ou bien attendre. Parce qu'après, effectivement, cette filière a été complétée. Mais après, je suis tombée dans le milieu professionnel. Ok, j'ai été recrutée effectivement pour faire du journalisme dans une chaîne privée de la place qui était à l'époque la chaîne Leader. Et donc, j'y ai passé 5 années d'expérience, de belles rencontres, de beaucoup de choses. Mais c'était aussi 5 années qui m'ont permis de voir mes limites, mes lacunes, qui m'ont appris à découvrir qui je suis et qui m'ont davantage fait réaliser que le fait de me retrouver à m'inscrire dans la filière communication, c'était pas un hasard, c'était de la part de Dieu, une initiative intentionnelle, ok, pour m'aider à m'ouvrir, pour m'aider à apprendre à m'exprimer et un certain nombre de choses aussi. Donc oui, cette expérience-là également m'a aidé et servi dans ce sens-là.
Après quoi, j'ai marqué une pause, une très longue pause maternité, qui m'a plongée, ok. L'expérience de la maternité comment dire ça, a réorienté mon parcours et m'a plongée dans un autre univers, un univers jamais imaginé, jamais pensé. Je me suis retrouvée dans le monde du handicap, à parler de prise en charge, à parler de plein de choses qui, franchement, n'avaient rien à voir avec mon, ok, mes rêves, mes ambitions et tout ça. Et ben voilà, et particulièrement, je me suis retrouvée en train de parler d'autisme, ce que je fais aujourd'hui, à travers plusieurs plateformes. Ok, c'est dans ce monde que je baigne. Et bah oui, c'est ça. Et à cause de ça, justement, à cause de cette, je dirais, réorientation ma vie, hein, d'une certaine façon, je me suis retrouvée en train de faire des formations, à suivre des séminaires, à lire, à écouter, à apprendre chaque jour sur ce que c'est et sur comment est-ce qu'on peut se rendre utile dans cet univers-là pour apporter un plus, pour booster, pour aider, pour laisser des traces, pour laisser des marques, finalement, tout simplement. Alors, mon rapport avec l'autisme, disons que ça va commencer dans les années 2010-2011 avec notre deuxième fille, notre deuxième enfant, Livingstone, qui va, à partir de ses, je dirais, 1 an, ok, et poussière, va afficher des caractéristiques qui vont nous interpeller, qui vont nous pousser à nous poser des questions, des choses, ok, des choses qu'on ne comprenait pas, comment je vais dire ça, des, des comportements ou des choses, ok, par exemple, je parlerai de ce elle ne réagissait pas à l'appel de son nom, elle était, la parole qui ne venait pas, elle n'arrivait pas à dire quoi que ce soit, en fait, il y avait pas de parole. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des battements de mains, il y avait des mouvements stéréotypés physiques même, ok? Des balancements j'ai failli dire qu'elle nous imposait parce que c'était une demande presque à longueur de journée. Même les étrangers qui venaient chez nous devaient subir cela, devaient passer par là, je préfère dire, la tenir et la balancer. Elle se balançait, elle se balançait, elle se balançait. Et parfois même il arrivait qu'elle tombe dans ce mouvement quand la personne n'était pas bien préparée. Bref, ça avait rempli notre vie et on se posait des questions, on se demandait mais qu'est-ce qu'il y a? Après il y a eu la parole, comme j'ai dit, qui n'a pas suivi, le fait de faire des demandes avec nos mains, ok, quand elle avait besoin de quelque chose, il y avait des difficultés à comprendre, on se rendait compte que, ok, après 2 ans, la compréhension, c'était pas vraiment ça, on avait l'impression d'avoir affaire à un mur, c'était pas évident, la communication avec elle, au niveau de l'alimentation aussi, il y avait des habitudes, comment dirais-je, elle aimait les sauces, elle aimait plus les sauces. Dès qu'il y avait un complément dedans, c'est difficile. Parfois, il fallait faire des pâtes, des purées pour que ça passe. Déjà, je l'ai allaitée jusqu'à 2 ans parce que la rupture était difficile à faire. Et puis, bon, moi, en général, j'allaite mes enfants à plus de 1 an. Ok, ça me pose aucun problème. Mais avec elle, je suis allée jusqu'à 2 ans. Et même encore à ce niveau, faire la transition pour entrer dans l'alimentation, c'était pas vraiment ça. Il y avait des problèmes de motricité parce que jusqu'à 2 ans, elle marchait pas toute seule, ok, au point où on a dû à un moment se déplacer puisque nous étions à Douala à ce moment-là où nous sommes encore. J'ai dû aller avec elle au centre parce qu'il n'y avait pas assez de ressources comme aujourd'hui, des centres spécialisés et tout ça, c'était pas, ça courait pas les rues. Quand vous tapiez sur Internet, chercher des informations par rapport à la prise en charge du handicap, c'était assez vide. Euh, donc, on a dû se déplacer. On a passé près de 2 mois à l'époque à Yaoundé en 2011, je pense, pour
être suivi, à consulter déjà, savoir ce qui va pas. Au centre des handicapés de Touguébé, on a fait pratiquement 2 mois là-bas, à venir 3 fois par semaine pour des massages en ergothérapie parce que les pieds étaient en c'est quoi? Inversion, OK. À l'issue de quoi, ouais, quand ces sessions sont finies, on nous a prescrit des semelles orthopédiques qu'on avait achetées, avec lesquelles nous sommes rentrés. Bon, ça a pris encore le temps que ça a pris. Puis finalement, par la grâce de Dieu, elle a pu commencer à se déplacer, et toujours non verbal, toujours pas propre, ok. Quand je dis pas propre, ça veut dire que le pot, la notion du pot, aller faire ses besoins dans le pot, ça passait pas. Donc elle le faisait sur elle portait les couches. Ce qui a fait qu'on a eu du mal à la scolariser. Même quand elle a traversé les 3 ans, on a eu du mal à la scolariser parce qu'elle n'était pas acceptée dans les milieux scolaires que nous avons sollicités. Donc, j'étais avec elle à la maison. Entre-temps, j'avais fait des jumeaux qui étaient là déjà aussi. Et puis, dans les 3 ans et demi, il y a aussi un autre élément qui s'est ajouté. Il y avait déjà des problèmes de sommeil, il y avait l'automutilation, elle se cognait la tête sur le mur violemment quand elle était contrariée ou quand elle n'était pas contente et tout ça, ou bien quand elle se réveillait et qu'elle pleurait et qu'on ne venait pas tout de suite, elle se frappait la tête sur le mur. Il y avait, à 3 ans et demi environ, il y a eu les problèmes de, comment dire ça, de convulsions, ok, qui se sont installées comme des crises épileptiques. C'était assez difficile à vivre, c'était dur. On a fait notre chemin entre consultations chez orthophonistes, pédiatres. On a commencé par les pédiatres, orthophonistes, neuropédiatres, et ainsi de suite, jusqu'à avoir ce diagnostic à l'époque, on parlait de troubles envahissants du développement. Aujourd'hui, on parle plus de TSA, troubles du spectre de l'autisme. Bon, en fait, c'était pas facile. Je me rappelle ce jour-là, quand je suis rentrée avec ce diagnostic-là, j'ai pas, elle était rondelette, donc pour parler du poids, mais j'ai pas senti son poids ce jour-là. J'ai pas voulu prendre de taxi, j'ai marché parce que j'étais un peu perdue. C'était pas facile en tout cas. Mais on a fait notre chemin, on lui a donné l'amour qu'on pouvait lui donner. On l'a entourée de toute l'affection parce qu'on l'aimait. C'était notre fille. Elle était magnifique, elle était merveilleuse, elle était bah, c'était beau, quoi. On aimait, mais c'était dur de vivre ces réalités-là, de ne pas la voir nous appeler, de ne pas pouvoir la mettre à l'école, de ne pas pouvoir faire certaines choses avec elle, de ne pas pouvoir échanger avec elle, c'était pénible. Jusqu'au jour où l'histoire s'est arrêtée, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce fameux jour en 2014 où je l'ai retrouvée morte dans son lit à l'issue d'une sieste, ok, une sieste d'un après-midi tout à fait ordinaire comme les autres, où je l'ai moi-même fait coucher à sa demande manuelle, gestuelle. Je l'ai amenée, je l'ai fait coucher, et quand je suis revenue la réveiller, elle était partie. Et c'est comme ça que l'histoire avec elle s'arrête, mais ce ne sera pas la fin non plus par rapport à l'autisme. Vraiment, elle a rempli notre vie de bonheur, de joie. Ça a été très dur de digérer ça, de passer à une autre étape. Je ne vais pas dire de passer à autre chose, comme si elle disparaissait de nos vies ou de nos mémoires. Ok, on ne peut pas oublier un enfant qu'on a porté, qu'on a aimé et dont on a pris soin pendant 5 bonnes années, jour et nuit. Et un enfant en plus a besoin spécifiques, on n'oublie pas. Et c'est ça. C'est ça mon rapport, mon premier rapport avec l'autisme. Après l'enterrement, on avait, à l'époque, on se disait déjà qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait autour de nous, on posait des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Notre entourage, on pouvait le voir, était assez traumatisé par cette expérience que nous vivions et qui ne s'expliquait pas en fait. C'est au point où je me souviens, le jour où elle est décédée, il y a une de nos connaissances, quand je dis une connaissance, une proche, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous
assurément, je le dis pour dire que c'est pas quelqu'un qui nous voulait du mal, mais qui a poussé un soupir en disant devant son corps, c'est mieux ainsi. C'est vrai que c'est une phrase que j'ai jamais oubliée et qui m'a fait personnellement très mal parce que c'était pas, en fait, pour nous, c'était pas mieux ainsi parce qu'on l'aimait et on aurait voulu continuer avec elle et voir ce qui était possible de mettre en place. Mais c'est juste pour vous dire à quel point, pour les autres, c'était dur, ok, de voir ça, de voir l'autisme, de voir les manifestations, de voir les blocages, de voir les limitations. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ok, il y a cette résonance de, de souffrance et à ce côté souffrance. Ok, on ne peut pas le nier. Ok, on ne va pas dire que l'autisme est tout beau, tout rouge, tout doux, tout joli. Il y a de la souffrance derrière, la souffrance de ne pas voir certaines choses. Et même parfois la souffrance de voir son enfant souffrir, parce qu'un enfant qui se cogne la tête contre le mur et qui en pleure, mais qui le fait quand même, c'est pas agréable du tout et ça n'a rien d'agréable ou d'enviable. Euh, mais c'est tout ça la vie avec un enfant à besoins spécifiques. Ah, pour pour progresser, en fait, oui, non, oui et non. On n'a pas intégré l'autisme avec elle, ok. C'est ce qu'on avait espéré, ok, parce qu'à l'époque on se disait, bah, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc dans nos vies? Et bah, ce qui s'est passé, c'est que après justement l'enterrement, bah, j'essaye de rentrer dans mon quotidien. J'ai 3 bébés entre les mains, ok. J'ai des jumeaux et juste après les jumeaux, j'avais fait un dernier qui avait 1 an, les jumeaux avaient 2 ans. Et là, je me rends compte, puisque je suis toujours avec eux à la maison, j'observe et je vois des choses qui me font penser à l'autre. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? What is happening here? C'était assez troublant. Je commence à en parler autour de moi et on me dit, non, bah écoute, ils ont dû voir leur sœur et tout. Sauf que je voyais des choses, ok, que j'avais lues, parce que j'avais commencé à beaucoup lire sur l'autisme, des choses que j'avais lues qu'il faisait et qu'elle n'avait pas faites, elle, ok, elle avait fait d'autres choses. Et c'est un peu ça aussi la notion du spectre. Quand on parle du spectre de l'autisme, c'est justement des ondes et des variations différentes. Ils sont tous différents, autant qu'ils le sont, ils sont différents. D'ailleurs, on dit justement qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, juste pour dire la divergence qu'il y a dans les manifestations et les caractéristiques. Et ben, on voyait des choses, en parole qui a traîné, des comportements répétitifs, des choses et des choses. Et c'était pas facile. Au même moment où je réalise cela sur les jumeaux, je commence à voir des choses aussi sur l'aînée, sur la grande. Mais je me dis, non, quand même. Elle a parlé normalement, si on veut, ok? Donc, c'est 1 an, ok? Elle a parlé, elle a commencé l'école et elle est brillante à l'école et tout et tout. Mais je commence à voir des choses qui m'alertent, en fait, qui m'effrayent même, je vais dire, parce qu'alerter même, c'est qui m'effraie. Parce que je me dis, dans quoi est-ce que je suis en train de patauger? C'était, ah non, rien que d'y penser, je dis franchement, il y a des épreuves qu'on ne souhaite pas à quelqu'un, à son pire ennemi. C'était très dur. C'était dur de faire face à tout cela et parfois de se sentir un peu, comment je vais dire ça, démunie, je ne sais pas si je vais dire démunie, impuissante. C'est comme si ça va seulement arriver, vous n'avez pas vraiment les outils et les moyens de faire face ou d'empêcher quoi que ce soit. À des moments aussi beaucoup de solitude, parce que mon conjoint se déplaçait pour le travail, donc il n'était pas souvent là. Vivre ces choses-là, c'était dur en fait. Et c'est là où, à un moment quand même, quand je parlais de l'aînée aussi, on me disait, bah non, écoute, elle est traumatisée par le deuil et tout ça et tout. Mais je me disais, bon oui, peut-être. Mais il y avait quand même des choses aussi, il y avait quand même des choses aussi. Et je commençais à me rappeler des éléments qu'il y avait quand elle était plus petite et que nous avons banalisé, parce qu'on avait un cas plus sérieux, plus visible, plus ok.
il y a des choses quand même, des alertes. Je me rappelle comment ça m'a rappelé à ce moment-là que dans toutes ces classes, ces enseignants ont toujours demandé à me voir pour me demander si tout allait bien parce qu'elle était en retrait par rapport aux autres et ils constataient des choses et ils me demandaient s'il y avait un souci. Pourtant, elle était la première, s'il vous plaît, avec 19 de moyenne, avec 18 de moyenne. Euh, donc, c'était pas intellectuel. Les alertes n'étaient pas intellectuelles, mais sur le plan de la personne sociale, ok. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi que toute petite, là, elle marchait sur la pointe des pieds et tout. Et nous, on en riait, ok, on en riait. Pourtant, c'est une caractéristique qui peut alerter aussi. Et on en riait parce qu'on se disait, waouh, c'est une danseuse étoile, elle va aimer les talons et tout ça. Et d'autres choses qui étaient là, mais que nous avons banalisées parce qu'elle parlait. Mais c'est aussi ça le spectre, c'est aussi ça la réalité du spectre. C'est qu'il y en a qui parlent et il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui peuvent être brillants à l'école, mais qui vont avoir des difficultés dans la socialisation, qui vont avoir des difficultés, qui vont avoir quand même aussi ce repli sur eux et plein d'autres choses qui ne sont pas moins caractérisantes ou caractéristiques okay, de la présence du trouble de l'autisme. Donc, c'est comme ça qu'on a quand même évolué. C'était assez difficile. On a fait notre chemin tout doucement, avec beaucoup de larmes, vous pouvez imaginer, des nuits parfois blanches à s'interroger, à se poser des questions, à réfléchir, mais aussi avec le soutien de, des personnes qui étaient autour et qui pouvaient ressentir, parce que c'est pas tout le monde qui ressent qu'il y a une douleur ou une souffrance quelque part. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, mais attends, tu as vécu tout ça, mais parfois je passais, mais je savais pas. Et puis c'est pas à tout le monde qu'on raconte aussi ses souffrances et ses douleurs. Bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'eau à couler sous le pont. C'est une période où j'ai broyé du noir, je vais le dire comme ça, parce que c'était compliqué, c'était pas facile, mais nous avons avancé année après année. Les jumeaux font leur chemin, la grande fait son chemin. Il y a le dernier qui a beaucoup aidé par son caractère extraverti, il a beaucoup aidé dans la communication pour faire sortir ses aînés, je vais dire, ses aînés, oui, de leur bulle. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Et c'est là où je dis gloire à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Parce que cette grossesse-là, cette grossesse du dernier-là, elle avait été vraiment critiquée. J'ai pris beaucoup de savates. On m'a traité de femme indisciplinée ou plein de choses, femme passage et tout, parce que je venais de faire une césarienne l'année d'avant et je me retrouvais encore en train de devoir faire une autre césarienne et tout. Mais Dieu sait toutes choses et il fait chaque chose bonne en son temps. Encore plus lorsqu'on s'attend à lui, il dessine notre parcours et il sait où il nous mène. Donc je rends grâce à Dieu pleinement pour la vie de ce petit garçon, Bethel Anani. Et voilà, et nous continuons notre chemin tout doucement, avec de belles progressions, avec de belles progressions au point où aujourd'hui, quand on les regarde, on a juste envie de dire, mais ils n'ont pas l'air autistes des enfants. Et quand nous entendons ça, nous sourions, parce que nous savons que l'autisme est une réalité invisible. Ok, ce n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais il y a des réalités qu'on vit et qu'on continue de vivre qui sont moins lourdes que pour ceux qui ont des cas plus lourds aussi. Nous en sommes conscients. Ok, mais nous avons nos réalités. Ok, nous avons nos réalités de vie au quotidien. Nous rendons grâce à Dieu pour le chemin parcouru, pour la foi qui nous anime et qui nous fait croire qu'il peut avoir de la progression et accepter le parcours que Dieu nous a tracé et nous a dessiné, c'est investir à fond, se donner. J'ai passé 15 années de ma vie à la maison pour pouvoir être présente et donner le meilleur de ce que je pouvais pour accompagner mes enfants. Et je ne le regrette pas du tout. Je ne regrette pas une seule de ces années. Si c'était à refaire, je le referais sans réfléchir. Je le referais de tout mon cœur parce que ça a été des années difficiles, mais des années aussi d'investissement, des années de semences dans leur vie, des années de foi, des années de recherche de Dieu. Ce sont des années qui m'ont rapproché du Seigneur. Ce sont des années
qui m'ont fait grandir en spiritualité, ok, et en maturité aussi, parce qu'avec les enfants autistes, on apprend tous les jours, on apprend à avoir un regard plus large, on apprend à être ouvert, on apprend à accueillir la différence des autres, ok, ça nous transforme personnellement, ça nous amène dans des horizons qu'on n'avait pas imaginés si on est ouvert et si on permet, ok, à, à ces enfants de nous enseigner, si on permet à Dieu aussi de nous parler et de nous enseigner. Voilà ce que je peux dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire sur aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je suis toujours dans la marche. Aujourd'hui, je suis, comment je vais dire ça? Je suis engagée à accompagner les familles qui ont des enfants à besoins spécifiques, particulièrement autisme. Je n'ai pas la prétention de comprendre l'autisme. D'ailleurs, j'ai eu du mal à l'expliquer cette semaine. Nous sommes dans le mois de sensibilisation à l'autisme. Ça fait une semaine que je cherche les mots pour expliquer à ma communauté sur Facebook ce que c'est que l'autisme, mais je ne trouve pas les mots parce que c'est complexe, parce que c'est pas évident, parce que personne n'a la prétention de, de, de dire qu'il a tout compris par rapport à ce phénomène, par rapport à cette réalité humaine. Qui peut dire qu'il maîtrise l'autisme? L'autisme est divergent. Déjà que en termes scientifiquement, il n'y a pas, et même psychologiquement, il n'y a pas une cause universelle. Ok, je pense que l'autisme se prend au cas par cas. Chacun a une histoire, chacun a un passé, chacun a un environnement familial. Chaque enfant autiste, chaque personne autiste vient d'un cadre familial spécifique et écrit son histoire de manière spécifique. Du coup, à bas les comparaisons, à bas les jugements, ok, les mesures à deux balles. Chacun suit son chemin. Et les douleurs et les épreuves ne se valent pas. Ce n'est pas parce qu'on a un cas lourd que forcément, pardon, on souffre forcément plus que celui qui croit, qui semble avoir un cas léger. Peut-être que celui qui a un cas plus lourd est plus fort que celui qui a ce cas léger, qui pleure avec. C'est ça la vie. En réalité, la vie est comme le spectre de l'autisme. Si on veut regarder plus large, on va dire c'est une image de la vie. On est tous différents, on a nos forces, on a nos faiblesses, on a nos réalités et chacun suit son chemin. Donc, je suis le mien. Je rends grâce à Dieu pour cette réorientation de vie. Je ne le regrette pas, ok? Certains rêvaient de me voir travailler, je ne sais pas, RFI ou à Africa News, Euronews et tout ça, je ne sais pas trop. Mais je suis heureuse de faire le chemin que je suis en train de faire. Je suis heureuse de me rendre utile pour accompagner ces familles. Je suis heureuse d'être disponible pour accompagner les mères parce que c'est ma cible privilégiée. Je travaille avec euh, les mères en difficulté et en difficulté parce qu'elles ont un enfant en difficulté. Ce sont pardon, mes cibles privilégiées. Je le fais avec bonheur. J'apporte ce que je peux apporter. Je suis encore en construction, ok. Et même je dis encore, j'ai pas la prétention, j'ai jamais eu, je l'ai même pas en ce moment, la prétention de croire que je peux apporter les clés et toutes les solutions à une famille qui a un enfant autiste parce que j'ai des enfants autistes. Non, les miens ne sont pas les vôtres. Ce que vous vivez n'est pas forcément ce que je vis. Personne ne peut dire que il a les clés pour l'autre complètement. Non, chacun doit écrire son histoire. Chaque parent doit s'engager. Chaque parent doit se mettre à fond. C'est le message que je porte. Quand je parle de l'autisme, je dis, parents, engagez-vous. Ces enfants n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont, ok? Ils n'ont même pas choisi de naître, de même que ça a été le cas pour nous, mais ils sont là. Et parce qu'ils sont là, on va en prendre soin. C'est notre responsabilité, ok? C'est notre devoir de parents. Ils ont besoin de nous. Ils comptent sur nous. Donnons-leur des raisons de compter sur nous, en fait. Pour cela, équipons-nous, lisons, formons-nous, mais surtout, j'ai dit surtout, soyons partenaires avec Dieu, s'il vous plaît. Soyons partenaires. Laissons les discours qui peuvent nous disperser et concentrons-nous. La meilleure personne pour nous expliquer la vie, c'est celui qui nous a créés. C'est l'auteur de la vie. Il n'y a pas meilleure personne pour expliquer la vie. Et celui qui a tissé cet enfant dans notre sein est la meilleure personne encore
pour nous expliquer où mettre les pieds. En réalité, je vous assure, je le dis, Mondo Vision, c'est cette intimité avec Dieu qui m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Sinon, je vous assure, je pense que j'aurais pu avoir un AVC parce que c'était extrêmement compliqué. Bon, oui, je l'ai dit tout à l'heure, les épreuves ne se valent pas. Peut-être quelqu'un d'autre aurait surfé sur mes épreuves et mes difficultés, mais moi, personnellement, je sais que si je n'avais pas Jésus-Christ dans ma vie, si je n'avais pas cette intimité avec Dieu, j'aurais plongé. J'aurais plongé déjà que même avec cette intimité, parfois je me couchais le soir et je faisais cette prière, Seigneur, s'il te plaît, prends-moi dans mon sommeil, parce que c'est très compliqué et j'arrive pas à tenir, c'est très dur. Je passais des nuits à pleurer. Jusqu'au matin, je me levais avec les yeux enflés. Mais après, j'ai appris à me battre pour eux. J'ai appris à me battre pour donner un sens à leur histoire, pour accepter d'être entre les mains de Dieu, le canal qui va les aider à trouver leur chemin. J'ai appris à prendre des temps de jeûne. C'est pour eux que j'ai appris à faire le jeûne de 3 jours à sec. Je ne le dis pas par prétention de quoi que ce soit, non. Mais je le dis, il y a des expériences dont on ne doit pas se priver pour frayer son chemin. Celui qui défriche un chemin, c'est de l'ardeur, c'est de l'engagement, ça prend des efforts, ça prend de s'investir, mais ne restons pas seulement dans le naturel ou dans le psychologique ou dans le scientifique. Mettons Dieu dedans et nous irons plus loin. Je le dis, on peut faire sans Dieu, d'accord? Vous pouvez gérer tout ça. Même si vos enfants sont neurotypiques, vous pouvez gérer sans Dieu. Mais je dis toujours, avec Dieu, on va toujours plus loin. On va toujours plus loin et on peut avoir une certaine clarté. Ok, aujourd'hui, je ne suis pas qui je suis parce que mes enfants ont fait des progrès fulgurants et qu'on peut estimer que maintenant, ok, l'autisme est très très léger, du coup, ma vie est belle. Non, c'est parce que j'ai compris la mission derrière. C'est parce que j'ai compris pourquoi Dieu l'avait permis. C'est parce que j'ai compris que avec Dieu, je peux aller plus loin et que mon bonheur ne dépend pas de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive pas. Mon fils est autiste, mon fils n'est pas autiste, je suis mariée, je ne suis pas mariée, j'ai un enfant, j'ai pas un enfant. C'est pas ces événements qui arrivent dans nos vies qui sont souvent le vrai problème. Le problème, c'est comment nous nous gérons, comment nous nous positionnons et comment nous choisissons de réagir par rapport à ce qui arrive. Ok, quelles sont les leçons que nous choisissons de tirer? Quels sont les enseignements que nous choisissons de tirer? Quelles sont les personnes que nous choisissons de devenir? Parce qu'avec, dans la vie, il y a toujours un processus pour devenir. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on reçoit comme enseignement, comme directive de vie? Et qu'est-ce qu'on veut partager? D'accord? Voilà ce que je pouvais dire. On pourrait dire encore tellement de choses, mais je pense que on peut s'arrêter là. Je fais mon chemin. Je suis encore en formation, ok? Je le dis à l'adresse des parents qui pourraient se dire, ah tiens, elle est la clé. Non, je ne suis pas la clé. C'est Dieu la clé, en fait. Moi, je suis encore en formation. Je me forme encore pour pouvoir être un instrument plus efficace entre les mains de Dieu. Merci à tous ceux qui me font déjà confiance. OK, et je pense que c'est ensemble qu'on construit, qu'on bâtit. C'est ensemble qu'on cherche le chemin, qu'on cherche des voies, mais c'est d'abord le parent seul face à son enfant qui doit s'engager. Il ne faut pas chercher des béquilles, compter sur l'éducateur spécialisé, compter sur l'État, s'attendre que, OK, c'est l'école qui va. Non. L'éducation de chaque enfant revient d'abord à son parent. D'abord, c'est la première responsabilité, elle est pour le parent, parce que c'est d'abord notre charge et celle de personne d'autre. La société viendra après, nous porter main forte, mais d'abord nous-mêmes, engageons-nous. Ne permettons pas la négligence. Je dis non à la négligence, non à l'abandon de ces enfants qui comptent et qui ont besoin de nous, non à l'exclusion des personnes à besoins spécifiques des milieux scolaires. Je sais qu'il y a une adaptation qui doit se faire, c'est pour ça qu'on parle d'inclusion. Ce n'est pas juste le fait d'accueillir, mais c'est le fait d'adapter l'environnement, c'est le fait d'avoir des outils. C'est pour ça que la formation des enseignants est indispensable sur la prise en charge des cas pareils, parce que toutes les familles n'auront jamais les moyens d'aller dans les éducations, dans les écoles spécialisées qui ont un certain coût. L'école publique
Les écoles classiques doivent aussi pouvoir accueillir, que ce soit public ou privé, accueillir des enfants à besoins spécifiques. Mais pour ça, il faut se former. Pour cela, il faut être équipé. Vous êtes une école privée, publique, vous avez besoin d'être formé sur la prise en charge, l'encadrement des personnes à besoins spécifiques. Contactez-nous. Nous nous ferons le plaisir de nous déployer en équipe, pourquoi pas, de mobiliser des associations qui sont préparées à cela pour venir travailler avec vous, avec vos enseignants. Cela est possible. C'est avec ça que je vais sortir de ces moments. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire, une partie de mon histoire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans lesquelles on peut rentrer comme détail. Ce sera le cas peut-être à d'autres occasions. Je dis courage aux parents, impliquez-vous, ne permettez à personne de vous arracher cette dignité, cette noblesse, cette fierté d'être le premier à vous investir dans la vie de vos enfants. Et ce n'est que normal parce que vous êtes les personnes à qui Dieu demandera des comptes le moment venu. Et ce moment-là arrivera certainement. Alors, retroussons nos manches et mettons notre